Bon matin, bonsoir tout le monde, dépendant de quand vous allez écouter ça. Aujourd'hui, écoutez, j'ai l'extrême honneur d'être avec Nathalie Matt, qui est chef marketing chez IGA et Rachel Berry. Fait que merci Nathalie d'avoir accepté mon invitation. Ah ben, ça me fait plaisir, Fabrice. J'ai vraiment hâte de te parler. Ben, on a parlé évidemment un peu offline, mais Ouais. parce que, comme je te disais justement, j'ai moins d'expérience en BTC, fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir creuser un peu l'environnement BTC. Tout le monde au Québec connaît IGA, Rachel Berry, mais pour les quelques-uns qui nous écoutent en Europe, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que vous faites finalement? Ben oui, en fait, donc comme tu l'as mentionné, moi je suis chef marketing sur les marques de IGA, Rachel Berry au Québec, qui Mhm. font partie en fait de la famille Sobeys, qui sont des chaînes en fait d'épicerie à travers le Canada. Donc IGA, c'est une chaîne d'épicerie en fait, je pourrais peut dire de traditionnelle. Donc, on OK. retrouve de tout. C'est pas une bannière à escompte. Il y a différents niveaux aussi au Québec. Il y a des bannières à escompte. IGA n'en est pas une. Puis Sobeys en a pas non plus au Québec. Donc, on retrouve de tout. Une aussi des épiceries qui a le plus de... Je vais utiliser des termes en anglais, un peu là, un footprint quand même Mhm. assez large au Québec, là, environ 300 magasins. Donc, Ouais. on dessert vraiment toute la province du Québec. Puis Rachel Berry, en fait, c'est aussi une épicerie, mais c'est vraiment une épicerie qui est plus axée sur les aliments naturels, bio, donc qui est plus une épicerie urbaine, je dirais. Donc, on va retrouver plus au niveau de Montréal, de la région du Grand Montréal. Mhm. Par contre, il y a des espaces boutiques Rachel Berry dans nos IGA. Donc, il y a Mhm. quand même aussi une portion du service conseil qu'on offre chez Rachel Berry dans nos IGA partout à travers le Québec. Cool. Et puis, tu mentionnais tes chefs marketing, évidemment, c'est pour ça que je t'ai invité aussi, pour qu'on puisse apprendre de ton expérience. Mais comment est-ce que tu décris ce que tu fais finalement? Ben en fait, comme chef marketing, puis sur les marques IGA et Rachel Berry, en fait, notre plus gros rôle, nous, c'est vraiment de supporter nos marchands à travers le Québec pour, somme toute, en fait, amener les gens en magasin. Donc, amener les gens à découvrir notre offre de produits, notre offre de services, aussi un peu les exposer à la marque IGA, qu'est-ce qu'on propose aussi au niveau de la communauté. Dans les différents marchands. Les marchands sont très, très, très impliqués dans leur communauté. Mhm. Il y a des causes qui sont un peu plus larges aussi qu'on va supporter. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça se fait à travers différentes initiatives, des campagnes publicitaires qu'on va dire qui vont être un peu plus masse. On vient de lancer justement notre campagne de Noël avec le conte de Noël qu'on a fait en fait pour supporter la Fondation Charles Bruno. Mhm. Sinon, on va avoir des campagnes qui sont un petit peu plus retail driven, donc avec des offres sur des produits, sur des prix. On a aussi beaucoup de partenariats avec qui on s'associe, surtout au niveau du sport. Je pense entre autres à notre partenariat avec le Canadien de Mhm. Montréal. Donc, ça varie, mais c'est vraiment en fait des initiatives pour qui sont directement en fait où on cible directement le consommateur pour, dans le fond, lui offrir le meilleur service, variété de produits dans nos épiceries. Et puis, les épiceries qui sont un service essentiel, là, on l'a vu aussi avec depuis le printemps dernier. En effet. Euh, et puis, tu sais, tu as mentionné un peu, j'avais du monde dans les magasins ou dans les magasins, puis avec des spéciaux et tout ça. Est-ce que, tu sais, comment est-ce que vous faites d'habitude pour mesurer le succès des campagnes comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment des offensives où vous savez exactement comment mesurer, ou c'est juste, bon, on a fait cette campagne-là, puis ça nous a rapporté tant ou quoi que ce soit? Je sais pas si Ben, tu vois de ce que je veux dire. ben oui, en fait, tout est mesuré. En fait, ce qu'on OK. fait, tu sais, c'est sûr que nous, la santé de la marque aussi, on va chercher le pouls des consommateurs, voir aussi si ça résonne bien. Tu sais, on a différentes valeurs aussi qu'on met de l'avant dans toutes nos différentes initiatives. On est très axé sur la famille, sur le service
qu'on offre justement à nos consommateurs sur les produits, donc la variété, la qualité des produits qu'on offre. Donc, tout est mesuré dans nos différentes campagnes, soit au niveau justement de la santé de la marque. Est-ce qu'on rejoint, est-ce qu'on résonne auprès des Québécois? Est-ce que ce qu'on offre, ça répond à leurs attentes? Puis ensuite de ça, les différentes initiatives qu'on fait quand on a des offres, pas nécessairement juste des offres, mais dans le fond, de la valeur ajoutée qu'on offre à notre consommateur. Ben, est-ce qu'à la fin, tu sais, c'est sûr que ça se mesure en termes de trafic en magasin, l'achalandage, les ventes, comme tout bon marketing qui veut vendre un produit ou un service. Donc, tout ça est mesuré. Puis, c'est là qu'on voit aussi l'impact de nos messages. Est-ce que les messages qu'on a voulu passer à travers nos différentes initiatives ont été bien compris par le consommateur? Donc, tout ça est mesuré par des résultats de nos marchands, des post-tests qu'on fait suite à des campagnes. Donc, la mesure que tout le monde regarde à la fin pour être sûr que, dans le fond, la prochaine initiative soit aussi efficace non plus, tout dépendant des résultats qu'on a. Cool. Puis, tu sais, comme je te disais, c'est un milieu que je connais un peu moins. Quand tu dis mesurer la santé de la marque, est-ce que... Puis là, je constate là, qu'on rentre peut-être dans le très, très tactique, mais comment est-ce qu'on fait finalement pour mesurer la santé d'une marque? Est-ce que c'est facile à faire? C'est quand même complexe? Comment vous... Ben, en fait, c'est de la recherche. Fait que c'est souvent soit des focus groups ou c'est des sondages qu'on envoie, donc des questionnaires qu'on envoie à différentes personnes qui sont ciblées sur la perception de la marque. Donc, est-ce que c'est une marque qui vous rejoint, qui vous parle? Est-ce que vous comprenez le message qu'on a voulu vous passer? Est-ce que c'était clair? Qu'est-ce que vous avez retenu si j'y vais vraiment en campagne? Là, n'importe quel, dans le fond, recherche post-test qu'on ferait, que ce soit chez nous ou que j'ai fait avant quand j'étais en agence publicitaire, on mesure vraiment que le message a bien passé. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que ce message-là, est-ce que ça vous a incité à aller plus en magasin dans ce cas-ci? D'autres clients que j'avais aussi avant, c'était plus est-ce que ça vous a incité à acheter tel produit ou à solliciter tel service? Donc, c'est comme ça aussi qu'on mesure, dans le fond, la santé d'une marque. Cool! Et puis, ben, si on reste un peu dans tes efforts marketing, ou pas tes efforts, mais si on s'oriente plus vers ton équipe marketing, est-ce que tu es capable de partager un peu c'est quoi la composition de ton équipe? J'imagine que c'est pas juste toi toute seule. Non. Comment est composé ton équipe? Dans le fond, nous, on fait partie d'une grande équipe marketing qui a différentes expertises au niveau soit du numérique, au niveau de la recherche, justement, au niveau de tout ce qui est contenu. Puis moi, présentement, je suis vraiment dans l'équipe au niveau de la marque. Donc, on est un peu les gardiens de la marque, si je peux m'exprimer comme ça. Puis, on est 4. Donc, dans mon équipe, dont moi, puis ma directrice aussi. Donc, tout dépendant des projets, de la seniorité de chacun, de l'expertise de chacun et chacune, c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Mais effectivement, tu l'as dit, c'est un travail d'équipe. Là, je suis pas du tout seule à accomplir tout ça. Là. Cool. Et puis, tu sais, je sais que t'es très, avant qu'on se parlait un peu offline, tu parlais, t'aimais beaucoup l'aspect humain, ressources humaines, etc. Comment est-ce que tu vois un peu, comment est-ce que tu réussis à arrimer direction d'une équipe, tu sais, plus l'aspect marketing, business, etc., avec l'aspect plus humain, ressources humaines? Ben, en fait, c'est comment qu'on l'arrime, tu sais, au fil de notre carrière ou de ma carrière, là, comme moi je l'ai vécu, c'est sûr que moi j'aspirais vraiment à pouvoir travailler avec une équipe pour guider une équipe, puis dans le fond coacher une équipe. De mon côté, j'ai toujours été dans des équipes sportives, soit en tant que joueuse ou en tant que coach. Puis je vois vraiment comme moi je fais beaucoup un parallèle où là je suis rendue gestionnaire d'une équipe. Fait que moi, mon rôle, c'est de jouer en tant que coach. Donc, ma job, c'est de leur donner les outils qu'ils ont besoin pour bien faire leur travail, que ça soit des outils
technologique, du temps ou d'autres personnes à venir joindre l'équipe parce qu'ils ont une expertise spécialisée qu'on a besoin. Puis en même temps, ben de les laisser sur le terrain. T'sais, rendu là, c'est eux qui font la job aussi sur le terrain. Fait que moi, je suis comme le coach qui est sur le banc, mais qui leur donne des conseils, qui les aide, qui leur donne des outils. Fait que c'est vraiment un équilibre entre les deux. Puis moi, c'est ce que j'adore là présentement où je suis rendue dans ma carrière, d'être justement le coach d'une équipe, puis pour les voir grandir aussi, puis pour les voir devenir meilleurs que moi aussi. Dans le fond, le but, là, c'est vraiment de les outiller pour qu'ils puissent grandir, puis ensuite de ça, passer d'une autre équipe ou à un autre niveau. Fait que c'est ce qu'on veut. Fait que ce côté-là, pour moi, ça se passe dans le day-to-day, dans les rencontres que j'ai avec mon équipe, les échanges qu'on a, on se challenge aussi chacun. Je veux dire, chacun a un background, une expérience, des idées. Fait que c'est important de partager puis d'écouter, puis de laisser aussi place à ce qui essaye des choses, puis d'être un filet de sécurité, mais en même temps de laisser le plus de latitude possible aussi. Là. Puis est-ce que tu laisses aussi des sessions de coaching spécifiquement ou c'est vraiment comme tu disais juste dans ton quotidien que tu fais ça ou que tu intègres ça? J'ai pas de session de coaching spécifiquement. Je pense que c'est dans le day-to-day ou de se donner du feedback le plus souvent possible, de façon la plus récurrente possible aussi. C'est dans les échanges, quand c'est frais, que là, on va dire, ah, regarde, j'ai remarqué telle chose, ou la prochaine fois, qu'est-ce que tu en penses de te positionner différemment, ou je te donne un peu de feedback. C'est comme ça que je pense que les gens grandissent le plus et le mieux. C'est sûr que dans toutes les organisations, on a des évaluations annuelles, des fois biannuelles, mais dans le day-to-day, c'est là qu'on est capable de dire, comme la prochaine fois, dans tel contexte, ou essaie de la pogner comme ça, puis comme ça, la prochaine fois, la personne va tout de suite l'essayer, ou vu que c'est frais, versus quand c'est trop loin dans le temps. Ben, des fois même les personnes ne se souviennent même plus de ce qu'ils ont accompli, puis pourtant ils en ont accompli énormément. Puis d'y aller, on peut y aller plus de façon un peu plus micro à ce moment-là. Fait que j'essaie, à chaque fois que j'ai une rencontre avec un membre de mon équipe, de trouver un feedback constructif à donner ou à échanger. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est leur demander aussi en même temps du feedback sur moi, sur mon travail, parce que moi aussi, en tant que gestionnaire, je veux dire, j'en ai encore à apprendre, autant dans mon métier qu'en tant que coach aussi. Fait que moi, je trouve ça important de leur demander aussi du feedback, y a-t-il quelque chose qu'ils voudraient qu'on travaille plus ou mieux ou différemment ou quelque chose que je sais pas, moi, ils voudraient qu'on améliore dans notre travail ou des opportunités qu'ils voudraient que je leur donne de plus que j'ai pas pensé. Fait que pour moi, cet échange-là aussi est super important, puis je vais le chercher auprès de mon équipe. Cool. Puis, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai plein de questions pour toi, mais est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as remarqué que vraiment une équipe marketing doit être coachée? Je sais que ça fait quand même longtemps que tu as pris cette approche-là aussi. Fait que, est-ce qu'il y a eu un moment vraiment pivotal où tu t'es dit, non, il faut vraiment bien coacher les équipes marketing? Moi, je sais que j'ai mes expériences, puis je trouve que souvent les leaders marketing ne le font pas assez. Mais est-ce que toi, tu as eu est-ce que tu as eu un moment particulier où ça a déclenché? Ou que ça a déclenché, ou moi, j'ai voulu faire ça, ou ben moi, je pense que ça a toujours été un peu en moi, si on veut, parce que comme je disais, j'ai vécu encore là quand je jouais au basket, tu sais, puis quand je coachais le basket ou quand je coachais le soccer, ou puis je pense que ça vient de moi de vouloir justement aider les gens avec qui je travaille, que ça soit dans mon équipe à moi, tu sais, directement, là, soit un direct report, ou que ça soit de façon transversale. Tu sais, des fois, on a aussi à l'idée des équipes qui sont multidisciplinaires.
avec des gens qui ont plus d'expérience que toi. Donc, tu sais, autant moi, j'ai à apprendre d'eux que eux, ils ont à apprendre de moi aussi à certains niveaux. Fait que je pense, j'ai pas eu tant de déclenchement. Je pense que c'est plus venu de façon naturelle. OK. Puis c'est quelque chose que moi, en fait, je pourrais pas nécessairement m'en passer de pas avoir d'équipe. Ouais. Parce que je trouve que c'est tellement riche, puis moi, j'apprends tellement. Puis, tu sais, je veux dire, en plus des équipes, souvent, ben c'est ça, on a tellement un background différent, une vision différente. Tu sais, on a juste, c'est tellement riche, puis on se nourrit un et l'autre. Mhm. Puis, tu sais, les plus jeunes nous en apprennent sur plein de choses, que nous, on a d'autres choses à partager. Mais c'est ça. Fait que je sais pas si je réponds à ta question Oui, non, ben de écoute, coaching, ouais. je me demandais d'où ça venait parce que c'est ça, comme je te disais, ben évidemment, on se connaît depuis le temps de Cossette, mais tu sais, on n'a jamais vraiment super beaucoup travaillé ensemble. Ouais. Mais fait que je sais pas pour toi, mais c'est pas pointé à toi, mais je trouve beaucoup les chefs marketing ignorent un peu le coaching. Fait que je voulais savoir d'où ça venait cette impulsion de le faire parce que je trouve que c'est super Mm-hmm. intéressant puis c'est super important. Ouais. Pour ça. Donc oui, t'as Puis, répondu à ma question. mais à ce niveau-là, par contre, c'est vrai que des fois, on va être drivé. Tu sais, si je pense en termes de cheminement de carrière, tu sais, on est drivé à toujours monter plus haut puis à en faire plus. Mais c'est juste qu'à à un moment, quand tu montes plus haut, ben là, il y a des gens qui s'en viennent dans ton équipe. Ouais. Fait que cette transition-là, si les gens sont pas bien accompagnés ou pas bien coachés, c'est là que je trouve des fois qu'on manque des opportunités. Tu sais, il y a des transitions où justement quand tu deviens gestionnaire, peu importe à quel âge ou à quel moment de ta carrière, Mhm. ben là à ce moment-là c'est pas juste si je parle mettons dans mon expérience passée, c'est pas juste ton projet. Tu sais, c'est les gens avec qui tu vas travailler. Fait que tu peux pas le voir de la même façon. Ton approche, faut qu'elle soit différente. Tu sais, tu peux être super expert dans ta vision stratégique, dans la gestion du projet, tout ça, mais là, ton rôle est différent. C'est que tu as à l'idée une équipe, tu as à faire grandir des gens, Mhm. tu as à déléguer. Fait que des fois, je pense que c'est à ce niveau-là que les gens ils ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. Puis souvent, ça va tellement vite, on dit, ah, mais les gens ils maîtrisent tellement bien, puis ils ont une bonne pensée stratégique, puis capable de gérer des projets, puis fait qu'on va les mettre dans cette position-là, puis ça va bien aller, puis ils vont performer. Mais c'est parce que là, c'est le niveau coaching puis humain qu'il faut qu'on porte une attention particulière. Puis, tu sais, des fois, ça devient malheureux parce que les gens sont pas accompagnés dans cette transition-là. Mhm. Donc, même eux, ils performent moins qu'ils sont habitués parce que ça change aussi, ça change ta façon d'aborder les projets ou tu sais, de travailler en équipe. Mhm. Puis là, pour l'équipe aussi, c'est différent. Donc, je pense que dès que les gens commencent à être prêts à être gestionnaires, je pense que les organisations ou les équipes, faut qu'ils portent une plus grande attention justement à cet accompagnement-là, puis cette transition qui est super importante. Puis tu sais, c'est pas une transition qui nécessairement qui va durer très longtemps dans le temps, mais c'est juste que on a tendance à passer vite sur cette transition-là. Oui, Je c'est vrai. trouve. Moi, ça, c'est mon opinion à Oui, moi. non, ben je l'ai remarqué aussi. Fait que oui, t'as raison. Puis, est-ce que tu dirais, parce que ce que j'entendais un peu, surtout quand tu arrives à un certain niveau assez élevé, c'est que ton rôle devient de moins en moins dans l'exécution. Tu étais moins en moins les mains dans la pâte. Puis c'est que ton rôle devient vraiment coacher une équipe plus que n'importe quoi d'autre, quasiment, c'est ça? Ouais. Non, oui, tout à fait. Puis c'est sûr que tu as toujours des objectifs personnels, tu as toujours des livrables et tout ça, mais là, tu sais, toi, ta job, dans le fond, c'est t'assurer que tu as la meilleure équipe pour le faire, mais que tu leur donnes les meilleurs outils, comme je disais un peu plus tôt. Tu sais. Oui. Donc, à ce niveau-là, c'est la force de ton équipe qui fait que toi aussi, tu peux atteindre tes objectifs puis que tu deviens performant. Donc, il faut que tu leur laisses aussi cette place-là pour que eux puissent justement travailler, faire leurs preuves, apprendre de leurs erreurs aussi. Fait que c'est de laisser le filet juste assez proche, mais pas trop,
Donc, c'est comme ça aussi qu'on apprend le mieux. C'est quand on a fait des erreurs, puis la prochaine fois, on dit OK, je ne referai plus celle-là. Oui. Donc, c'est notre job aussi de gestionnaire de gérer le risque des erreurs aussi. Donc, Ça, c'est intéressant parce que j'ai entendu ça aussi, comme je te disais, offline, j'ai beaucoup d'expérience en B2B. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec des équipes de représentants, puis beaucoup de leaders des ventes disent que ça, il faut laisser les représentants faire des erreurs. Fait ouais. que c'est un peu la même chose au niveau du marketing, où faut comme tu disais, tu gères le risque, mais est-ce que tu laisses ton équipe faire des erreurs si toi, selon ton expérience, tu penses que ça sera une erreur? Fait que, des fois, tu peux le prévoir ou pas du tout. Je planifie pas nécessairement avec mon équipe, là, je vais les laisser se planter. On veut pas ça non plus, mais en même temps, tu dis, OK, mais faut que je leur laisse un peu de l'attitude puis dire, c'est quoi c'est un peu ma job de dire que c'est quoi le pire qui peut arriver. Si je veux pas que ça fasse mal à la marque, Oui. je veux pas que ça fasse mal à mon organisation, je veux pas que ça fasse mal à l'équipe ni à l'employé, mais si je suis prête à le laisser aller, le pire qui peut arriver, c'est que je sais pas moi, on va la rattraper ou on va être squeezé un peu à la fin. S'il y a pas trop de dommages extrêmes, moi, c'est un peu ça de dire, OK, jusqu'où je suis prête, moi, à justement les laisser faire certaines erreurs qui, dans le fond, sont des apprentissages. Fait que c'est comme ça qu'on apprend. Là. C'est comme avec les enfants aussi. Je veux qu'ils apprennent à faire du vélo, puis à un moment donné, il va falloir que je lâche le vélo, mais ça se peut qu'il tombe. Ouais. Il va s'égratigner le genou, puis après ça, il va recommencer, il va se relever, puis il va le tenir plus solidement, son vélo. Fait que Ouais. c'est pas une science infuse et précise, mais c'est une question aussi de voir avec nos employés puis avec les membres de notre équipe jusqu'où ils sont prêts aussi, eux autres à aller. Puis est-ce que ça c'est dans les discussions puis la communication, ils vont te dire OK, là, c'est correct, je suis prête à le prendre. C'est beau. Puis des fois, c'est comme ils sont pas assez, fait qu'il faut que tu les challenges un peu, tu dis OK, ben vas-y, là, je pense que tu es capable, je te laisse aller, puis tu me feras signe s'il y a quelque chose ou si ça fonctionne pas. Fait que c'est vraiment ouais, c'est l'humain. Fait que c'est de laisser toute place, dans le fond, au potentiel de chacun de se développer. Là. Wow. Ben écoute, j'ai d'autres questions à ce sujet-là, mais je vais en revenir un peu dans pas longtemps. En attendant, je vais quand même te demander, à part le coaching, comment est-ce que tu fais pour développer, pour t'assurer que ton équipe puisse se développer au niveau professionnel, là, évidemment. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres approches, d'autres tactiques, d'autres choses que tu fais, ou c'est vraiment dépendant beaucoup du coaching? Ben, je pense que une des choses qu'on fait aussi, c'est d'évaluer les différents projets qu'on a, puis d'essayer de faire cheminer nos employés là-dedans, dans les envergures de projets. S'assurer qu'ils ont une variété d'expériences dans les différents projets qu'on a dans l'équipe aussi, de toucher un peu à tout, de travailler, leur donner aussi l'occasion de travailler avec différentes équipes à l'interne pour qu'ils puissent rayonner aussi auprès de d'autres équipes. Tu sais, il y a tellement de gens souvent dans une organisation. Fait que c'est de travailler avec d'autres équipes, donc pour justement qu'ils développent un peu leur connaissance de l'industrie, leur connaissance du travail des autres équipes de chacun, pour après ça être juste un meilleur j'aime pas le terme marketeur, là, mais c'est ça. Chef marketing ou spécialiste marketing. Okay. Mais je pense que c'est dans la variété des projets, dans l'envergure des projets, dans l'envergure des responsabilités qu'on leur donne aussi, qu'on les fait grandir. C'est sûr qu'il y a des formations, des lectures, des conférences et tout ça qui peuvent venir aider. Mais je pense que c'est surtout dans les projets puis dans le concret que les gens vont apprendre. Puis des fois, ça peut être un projet qui est complètement champ gauche, mais c'est un projet qui est important pour l'organisation. Puis parce qu'un employé ou un employé a certains skills qui vont être profitables, ben on peut le mettre dans une situation comme ça, puis en même temps, ça le fait sortir de sa zone de confort. Fait que ça travaille d'autres volets de ta personnalité, puis de ta personne, puis de ta vie professionnelle aussi en même temps. Fait que je pense que c'est vraiment là. Il y a aussi justement
à ce niveau-là, quand on les aide à travailler sur des projets qui sont pas nécessairement leadés par quelqu'un de l'équipe marketing, mais leadés par quelqu'un d'autre dans l'organisation, ben c'est un peu du mentorat. Hmm. Donc, ça va être une autre vision, puis ça va venir compléter justement cette connaissance-là 360 de notre organisation puis de l'industrie. Là. Cool. Et puis, au niveau de l'embauche, parce que tu sais, l'embauche, c'est aussi important, là, tu sais, c'est des nouveaux membres d'équipe qui vont rentrer. Comment est-ce que tu approches l'embauche finalement d'un nouvel employé? Ben, tout au long, en fait, de ma carrière, j'ai souvent, quand il y avait des postes, par exemple, ouverts dans nos équipes, moi, je travaille beaucoup avec les ressources humaines. Mhm. Donc, c'est sûr que comme la description du poste, ça, puis même aussi en ayant fait un peu de temps en ressources humaines, Mhm. tout ce qui est description de poste et offre d'emploi. Mais il y a comme un premier filtre, dans le fond, qui est fait par les ressources humaines habituellement, selon la description du poste, les différentes compétences qu'on recherche, les années d'expérience et tout ça. Mhm. Puis ensuite de ça, c'est vraiment, à travers les entrevues, tu sais, je vais regarder, oui, je vais faire le background professionnel de la personne, Mhm. mais j'aime bien aussi, en fait, c'est important pour moi de déjà au niveau de l'entrevue puis du recrutement de connaître la personne, OK. ses intérêts à l'extérieur du travail. Tu sais, on travaille, on passe plus de temps souvent avec les gens avec qui on travaille qu'avec notre famille. Des fois, par période, tout le temps. Ouais. Fait que ça devient comme, tu sais, c'est une équipe. Fait que moi, je recherche beaucoup aussi les attitudes puis l'intelligence émotionnelle des personnes. Hmm. Savoir, OK, j'ai peut-être pas, il y a peut-être pas la compétence ABC. Par contre, son attitude, tu sais, c'est quelqu'un qui veut apprendre, c'est quelqu'un qui veut travailler en équipe, c'est quelqu'un qui est super curieux, fait que ce côté-là, très plus attitude, je dirais, qui est très important, qui est très important pour moi. Ouais. Puis d'essayer de découvrir justement la personnalité du futur employé ou du futur membre de l'équipe Mhm. pour qu'il y ait un fit dans l'équipe aussi. Parce Ouais. que, donc, soit qu'il y a des forces que je recherche parce que je veux compléter ou qui va pouvoir justement aider d'autres personnes dans mon équipe et vice-versa. Mhm. Donc, il y a le volet, oui, compétences, expérience, Mhm. mais le volet attitude, personnalité qui est très, très, très important aussi. La OK. façon que moi, je recrute, en fait. Et puis, est-ce que tu as des façons de l'évaluer ou c'est juste, tu sais, ton expérience qui fait que tu sais comment poser des questions? Est-ce que tu utilises des évaluations? Je sais qu'il existe des évaluations d'embauche, etc. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises ou c'est vraiment selon ton expérience? Euh, il y a certains outils qu'on peut utiliser là. Puis je sais aussi que des fois certaines organisations font passer des tests psychométriques et autres. Euh, Moi, dans les entrevues que j'ai passées, en fait, ça c'était plus le niveau RH qui s'en occupait. OK. Fait que moi, ça a été plus dans le fond, selon mon expérience, de la façon qu'on pose des questions, de la façon que la personne répond, son non-verbal. Fait que je pense que ça vient avec l'expérience aussi, puis des choses que tu remarques, mais beaucoup dans la façon d'écouter, de laisser la place aussi OK. à l'autre personne dans l'entrevue. Puis les différents types de questions qu'on va poser, bon, c'est ça des questions ouvertes, mais c'est Mhm. la question. Moi, souvent, je vais commencer mes entrevues par bon, ok, on a tout vu, on sait c'est quoi la description du poste et tout ça. Moi, je veux juste que tu me parles de toi pour commencer. Fait que tout Mhm. dépendant de la réponse, de l'approche de la personne, déjà en partant, on peut en dire beaucoup avec ça. Donc, C'est vrai. Cool. Ben écoute, je vais être soucieux de ton temps, fait qu'on va faire un petit wrap-up, si tu veux, en parlant peut-être oui. de toi puis ta carrière. Puis avec ça, on va finir peut-être sur quelques conseils que tu aurais pour du monde qui veulent peut-être s'améliorer en gestion. Je pense que tu avais Mhm. beaucoup de points d'invitation. Pour toi, tu sais, ton cheminement en carrière, pourquoi tu as choisi le marketing à la base? Pourquoi j'ai choisi le marketing? Écoute, ça m'est plus
arrivé comme ça. Moi, au départ, je voulais être vétérinaire. Et finalement, bon, ben, ça n'a pas fonctionné. Fait que je suis allée un petit peu plus tu sais, avec une ouverture d'esprit, puis je suis atterrie finalement au HEC. Puis OK. au HEC, encore là, j'avais pas tant d'idées précises que si je voulais m'en aller en comptabilité, en finance ou autre. Fait que tu sais, ça donne bien parce que la première année, tu fais de tout. Mhm. Fait que je suis allée plus par élimination, puis avec qu'est-ce qui me faisait vibrer. Fait que dans le fond, j'ai fini marketing management, là, tu sais, à un cours près, un cours plus de marketing. Fait que c'est comme ça que je suis atterrie là. Puis moi, j'ai fait presque 15 ans en agence publicitaire. Puis encore là, c'est une opportunité qui est arrivée. Puis je suis restée là tout ce temps-là parce que l'énergie, la dynamique, la variété des projets, des clients, les gens aussi, je suis restée là longtemps. C'est un travail d'équipe incroyable. Puis ça bouge. Tu l'as vécu aussi un peu. Là. C'est là qu'on s'est rencontrés chez Cossette. Euh, donc, c'est comme ça, en fait, que je suis comme, j'ai choisi, c'est plus le marketing qui m'a choisi que moi qui ai choisi le marketing, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Puis, ensuite de ça, ben oui, là, le côté plus RH, l'expérience employée qui m'interpellait Mhm. énormément. Puis, je pense que maintenant, de toute façon, tout ce qu'on fait, tu sais, le consommateur avec toutes les informations auxquelles il a accès, auxquelles il est exposé. Je pense que maintenant, tout ce qui est marketing touche aussi toute la marque employeur, tu sais, d'une organisation, parce que peu importe ce que je vais voir moi sur le marché en tant que consommateur, c'est la marque qui va me parler, mais en même temps, la marque, l'organisation me parle aussi. Fait qu'en tant qu'employé, puis Mhm. là, il y a eu aussi beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Là, on en vit une qui est différente parce qu'il y a certaines industries qui ont comme justement plein d'opportunités. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus difficiles. Fait qu'on est encore dans une pénurie de main-d'œuvre. Fait que peu importe, moi, en tant que chef marketing, les communications que je fais, Mhm. dont, auxquelles le consommateur est exposé, ben en même temps, c'est IGA ou c'est Rachel Berry qui leur parle. Ouais. Mais IGA, Rachel Berry, il reste que si je les approche ou je veux justement les recruter, Mhm. ben tout ce que je vais avoir fait moi au niveau plus marketing comme tel, ben ils vont avoir été exposés à ça. Donc le consommateur et le futur candidat ou présent candidat va se faire une image de ce que c'est IGA. Fait que c'est Mhm. aussi important d'avoir aussi cette notion-là que ça a un impact. Donc c'est un peu ça mon parcours, puis pourquoi aussi je trouve que là, présentement, c'est vraiment un mix des deux. Là. Ouais. Et puis, fait que pour, si on termine vraiment pour ça, tu sais, si tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui chercherait vraiment à grandir sa carrière, tu sais, à arriver à la prochaine étape, surtout, tu sais, évidemment, chef marketing, c'est quand même une belle, tu sais, assez haut dans l'échelle. Fait que comment est-ce que tu as des conseils à donner? Comment est-ce qu'on fait? Parce que là-dedans, j'imagine aussi une gestion vers le haut, là, si on veut. Oui, il faut gérer ses équipes, mais il faut aussi gérer vers le haut. Fait que, est-ce que tu aurais un peu des Mm-hmm. conseils un peu à tous ces niveaux-là? Euh, Comment est-ce qu'on fait pour passer au prochain niveau, finalement? Ah, ça, c'est une bonne question. Ben, en fait, je pense qu'il faut, tu sais, c'est sûr que on peut avoir un objectif de carrière qui peut évoluer, qui peut changer aussi au courant de notre carrière. Puis ça, c'est correct. Je pense que comme conseil, c'est juste de dire, OK, mais juste s'assurer de toujours avancer. Mm. Pour quelqu'un, que ce soit en marketing ou autre. Là. Puis l'avancement peut pas nécessairement dire juste avancement hiérarchique, puis je monte dans l'échelle. Ça peut Mm. être un avancement qui se fait un peu en zigzag, où on va aller chercher d'autres expériences, d'autres compétences, d'autres connaissances aussi au niveau soit de notre propre travail ou des industries dans lesquelles on travaille. Fait que je pense que c'est pas de le regarder juste de façon à monter de façon plus en ligne droite, je dirais, mais de pas écarter les opportunités qui pourraient nous amener à gauche ou à droite. Puis je pense que l'important c'est de toujours évoluer en tant que professionnel et au niveau personnel aussi. Puis de Mm. s'assurer, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre. Mm. Si moi, je sens que j'apprends toujours dans mon emploi,
Ben là, à ce moment-là, je sens que j'avance, puis éventuellement, tu sais, je vais justement avoir d'autres opportunités qui seront devant moi. Mais c'est ça. C'est pas nécessairement de le regarder une marche à la fois en hauteur, mais de garder les yeux ouverts sur les différentes opportunités qui peuvent venir de gauche à droite puis qui vont nous apporter autre chose au final. Cool. Puis est-ce qu'il y a une certaine gestion aussi, comme je disais, tu sais, vers le haut? Est-ce que, tu sais, comment est-ce qu'on fait pour, tu sais, mettons, on est junior, est-ce qu'il y a certaines choses qu'on devrait démontrer ou quoi que ce soit envers nos gestionnaires, nos managers, ou est-ce que c'est vraiment cette exploration qui est importante? Ben mon Dieu, c'est complexe comme question, même si c'est la conclusion, Fabrice, je trouve. Mais c'est sûr que, tu sais, plus que tu es curieux, plus que tu en veux, plus que tu veux en prendre, plus que tu veux développer tes connaissances, puis avoir des responsabilités aussi, va démontrer, dans le fond, à ton boss ou à ton gestionnaire que tu es prête à en donner, puis que tu en veux, puisque tu veux monter, puis tu veux justement avancer dans ta carrière. Mm-hmm. Mais j'ai de la misère à répondre à cette question-là parce que tout le monde est différent. Puis Ouais. je pense que c'est de démontrer, c'est ça, qu'on n'est pas, qu'on veut plus que le statu quo Ouais. dans chacun de nos postes, tu sais, pour en vouloir plus, puis pour aller plus haut, comme tu le dis. Ouais. Mais c'est ça. Mais en même temps, il y en a aussi qui à un moment donné, ils atteignent un certain niveau, puis sont confortables là-dedans, puis c'est correct. Ouais. Tu sais, je pense que c'est de se connaître soi-même, de se dire, OK, jusqu'où moi je veux aller. Puis il y en a d'autres comme, ben, you know what, moi je suis confortable là-dedans, ça me plaît, j'aime mon travail, j'apprends, puis je suis satisfait comme ça. Donc, je pense que c'est de se donner, une vision de ce qu'on veut, ce qu'on veut accomplir au travail. Puis là, à ce moment-là, si c'est plus haut, c'est plus haut. Puis si c'est au niveau où on est rendu, c'est correct aussi. Mm-hmm. Cool. Wow. Bonne réponse. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Écoute, merci Nathalie de ton temps. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était super, super intéressant. Ben, ça me fait plaisir, Fabrice. Bye. Bye.